La circonscription à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui et le débat qui sera lié aura un petit parfum de municipal à mon avis. Nous allons parler aujourd'hui de cette circonscription qui est la première, regardez, vous allez la découvrir, première circonscription du Puy-de-Dôme, Clermont-Nord. Une circonscription qui, après le redécoupage, le dernier, s'est vu, comment dirais-je, adjoindre Cournon, on va y revenir dans un instant. 123 000 habitants, 6 cantons clermontois sur 9. Pratiquement tout Clermont fait partie de cette circonscription. On va en parler en détail avec nos invités dans un instant, et notamment Odile Sog, je commence toujours par les dames. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la candidate et députée sortante pour le Parti socialiste. Monsieur Cyril Sineux est là pour le Front de gauche, il participera avec nous à la discussion. Je passe de l'autre côté, je salue le docteur Fangé, qui est le candidat du MoDem. C'est le seul pour l'instant dont j'ai parlé de la profession, il faudra que je me rattrape. Et Jean-Pierre Brenas, qui sera le candidat pour l'UMP. Et pour vous questionner tous les quatre, Stéphane Mocozé, qui est avec moi, qui a beaucoup travaillé sur cette circonscription et qui va ouvrir le bal pour nous dire un petit peu comment on pourrait la décrire politiquement peut-être. Eh bien, tout simplement, Odile Sog, vous en êtes la députée socialiste sortante, élue pour la première fois en 1997. Vous aviez d'ailleurs pris à ce moment-là la place de Michel Fangé, une des victimes collatérales de la dissolution de l'Assemblée nationale par le chef de l'État de l'époque, Jacques Chirac. Odile Sog, le changement c'est maintenant, c'était le thème de la campagne, le slogan de campagne de François Hollande. 30 des 34 ministres du gouvernement Ayrault découvrent la fonction. Est-ce qu'en allant chercher un 4e mandat, vous n'avez pas peur d'apparaître à contre-courant de cet esprit de renouveau insufflé par François Hollande ? Pas du tout. Enfin, c'est pas du tout l'impression que m'ont donné les électeurs de cette première circonscription lorsqu'ils m'accueillent. Pour une raison très simple aussi, c'est qu'il faut bien représenter un éventail de notre électorat et je pense le représenter bien. Par ailleurs, le travail que j'ai pu faire jusqu'à présent sur la circonscription est un travail de fond, un travail important et c'est sans problème que j'ai été reconduite dans cette circonscription pour représenter le Parti socialiste. Une petite question politique sur le choix de votre suppléant, qui est, si je ne m'abuse, le maire de Cournon. Cournon qui vient d'être, comment dirais-je, rajouté à cette circonscription après le redécoupage. C'est un calcul tactique pour rattraper. Vous craignez ce redécoupage, pour dire les choses simplement ? Non, je ne crains absolument pas ce redécoupage. J'ajouterai quelque chose que vous n'avez pas dit, c'est qu'on a mis en plus dans la première circonscription initiale le canton sud, qui est tout le secteur HLM en dessous de Saint-Jacques. Et évidemment, Cournon, qui appartenait déjà à la première circonscription avant 86, puisque vous le savez, Maurice Pourchon avait représenté Cournon à cette époque. Tout simplement, je répondrai à votre question en disant que je fais de la politique. C'est une bonne réponse. Alors, Odile Sog, en face de vous, le candidat UMP, qui cite François Mitterrand dès la 4e ligne de son programme. Jean-Pierre Brenas, vous dites que il est nécessaire, selon vous, d'aller vers la cohabitation. Et il n'est pas sain, vous citez donc François Mitterrand, il n'est pas sain que tous les pouvoirs soient concentrés entre les mains d'une seule famille politique. Ça veut dire que pour vous, la cohabitation, c'est la solution pour le pays dès le mois de juin. Oui. Et pourquoi ? Je crois d'abord que le changement, c'est maintenant. Eh bien, changeons de député. Alors, sur la concentration des pouvoirs, on le voit. On a un exemple local. Il y a beaucoup de divisions. C'est source de mauvaise gestion et de gabegie financière. Donc, nous disons... il faut une cohabitation qui permette au pays de poursuivre sur la voie du redressement parce que le programme de François Hollande est dangereux pour le pays. Il est dangereux pour le pouvoir d'achat des classes moyennes. Il est dangereux pour la compétitivité de notre économie. Il est dangereux pour nos finances publiques. Il est dangereux pour la sécurité. Donc nous disons oui à une cohabitation. C'est prévu dans les institutions de la Ve République. Une majorité peut très bien émerger à l'Assemblée nationale et puis l'on désignera un Premier ministre qui est issu de ses rangs. Alors, parmi les déclarations que vous faites dans vos professions de foi, vous dites une chose qui n'est pas très élégante. Odile Sog est la chape de plomb d'un système. Non, je m'attaque jamais aux personnes. J'ai du respect pour Madame Sog. Simplement, elle et ses amis politiques représentent un système. C'est un système qui, pour moi, est une chape de plomb, effectivement, sur la ville. La ville a besoin de s'ouvrir, elle a besoin de voir ce qui se passe ailleurs, dans des villes comme Strasbourg, comme Rennes, comme Grenoble, où il y a un grand dynamisme économique, il y a des technopoles qui se montent, et on a besoin d'ouverture.
Et malheureusement, Odile Sog est prisonnière de la majorité municipale, avec les Verts, l'extrême gauche et les Verts sont pour la décroissance. Il est difficile de monter des projets. Par exemple, il n'y a pas de système socialiste, si on prend l'expression que vous employez. Il y a l'alternance à Strasbourg. À Rennes, ce sont des socialistes. À Montpellier, ce sont des socialistes. Mais il y a une ouverture d'esprit. C'est toute la différence. Parce que les législatives, c'est effectivement un débat national. Mais c'est également, je crois, un enjeu de territoire. Et je pense qu'on en dira un petit mot. On y reviendra, bien sûr. Si vous le permettez, monsieur, moi je voudrais dire que je ne suis pas prisonnière de la chape de plomb des socialistes clermontois. Je suis capable de m'en extraire. Je suis capable d'avoir mon franc-parler et de poser des actes qui sont forts, comme ma démission. Et j'aimerais quand même qu'on puisse en tenir compte. Et les Clermontois, eux, l'ont fort bien compris. On rappelle, Odile Sog, que vous avez démissionné de votre fonction d'adjoint au maire de Clermont-Ferrand suite à l'affaire Wissam. Et qu'on n'est pas dans les municipales, hein. Je vais le rappeler quand même quelques fois, à mon C'est vrai, avis. c'est vrai, mais je tenais à le dire. J'ai mon propre langage. Troisième candidat invité, le président du Modem 63, député entre 1993 et 1997, Michel Fanget. Qu'est-ce qui pourrait faire, Michel Fanget, que 15 ans après avoir quitté le Palais Bourbon, vous y retourniez ? Parce que c'est une circonscription qui a besoin d'être représentée par des gens qui représentent un peu cet équilibre dans le système politique actuel qui est complètement bipolarisé. Je crois qu'on a besoin de faire émerger en France une force centrale qui soit capable de dire ce qui est bon pour la France en permanence et qui est dans le sens des idées qui sont bonnes pour la France et qui soit capable également de dire ce qui est mauvais pour la France. Et je crois qu'on est bien dans les valeurs et dans les objectifs qui animent ce centre pour la France. Je crois qu'il est important qu'on soit présent dans cette circonscription pour faire valoir à la fois nos valeurs et puis bien sûr tout ce qui nous paraît bon actuellement pour notre pays. Sur votre circonscription, François Bayrou a fait moins de 10% au premier tour de l'élection présidentielle. La dynamique n'est quand même pas dans votre sens. Tout à fait, et c'est difficile à imaginer, mais les résultats sont là. Je crois qu'on est victime d'un système très bipolarisé, verrouillé complètement par le système électoral depuis 50 ans. Et il est clair que l'émergence d'une force centrale est difficile en France. Mais ceci dit, nous tenons bon. 10% aujourd'hui, c'était 18% la dernière fois. Je pense que dans les mois et dans les années qui viennent, on va avoir besoin de cet équilibre, cette union nationale qui va être nécessaire parce qu'on va vivre des temps extrêmement durs où il faudra vraiment que les gens se rassemblent. C'est ça que nous voulons incarner et je pense que c'est quelque chose qui représente l'avenir de notre pays et la moralisation de la vie publique qui est proposée par François Bayrou et qui notamment parle du système de la représentation proportionnelle dans nos assemblées permettra justement de fixer des perspectives nouvelles. Quatrième invité de ce débat, le candidat du Front de gauche sur la circonscription, Cyril Sineux. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en 4e position sur la circonscription au premier tour de la dernière élection présidentielle. Votre ambition, c'est de faire au moins aussi bien, voire mieux, pour ne pas que Jean-Luc Mélenchon reste comme le pétard mouillé de cette élection présidentielle ? Un pétard mouillé qui fait un score à 2 chiffres, c'est un beau pétard. Qui pensait faire beaucoup plus quand même. Oui, certes, mais depuis 30 ans, il n'y avait pas eu de candidat à la gauche du Parti socialiste qui avait fait un score à 2 chiffres. Donc c'est déjà un résultat très appréciable. Après, le Front de gauche a réussi à peu près le même score au moment des élections régionales. Donc c'est une force nouvelle qui s'enracine au fur et à mesure sur le département. On avait parlé de l'effet Chassaigne au moment des régionales, mais on a vu au moment des élections cantonales que le Front de gauche s'enracinait un peu plus sur le département et notamment sur Clermont. Donc l'ambition, c'est évidemment de progresser. Moi, je ne pars pas à une élection pour être battu, je pars à une élection pour tenter de gagner et de faire vivre les propositions que nous avons. Je voulais réagir à ce que M. Bronas a dit tout à l'heure, parce qu'on a l'impression effectivement d'être déjà dans les élections municipales. La première circonscription, c'est pas que Clermont, il y a Gerzat, Sébaza, Blanza, Cournon, il y a d'autres villes. Et puis sur le fait que le danger, on voit que le danger, ça a été 10 ans de droite et 5 ans de sarkozysme qui ont été sanctionnés très durement dans les urnes. Et pour ma part, j'espère bien que les habitants, les électrices et les électeurs de la circonscription sanctionneront encore plus la droite au moment des élections législatives.
Petite question politique d'actualité. Vous montrez souvent avec Jean-Luc Mélenchon en photo. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. On le sent dans vos communications, notamment sur Internet. Je crois que c'était hier. Jean-Luc Mélenchon a à nouveau insulté des journalistes du Parisien, de l'Express, en disant qu'ils étaient proches du Front National, en les traitant d'espions. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire de la politique, de s'en prendre aux journalistes? Et est-ce que vous cautionnez ou est-ce que vous rejetez cette façon de faire? Alors d'abord sur le fait que je m'affiche avec Jean-Luc Mélenchon, nous avions décidé, le Front de gauche avait... Bien sûr, je ne reproche pas. Mais j'explique pourquoi. Ouais. Nous avions décidé, parce que je ne me suis pas affiché après l'élection, mais je l'ai fait avant, parce que nous avions décidé, au moment où nous avons désigné Jean-Luc Mélenchon comme notre candidat commun au Front de gauche, de mener élection présidentielle et législative ensemble pour tenter de sortir de l'étau de la présidentialisation et de la personnalisation, et que tous les candidats du Front de gauche soient les porte-parole du candidat à la présidentielle. Donc c'est pour ça que nous avons partout en France essayé de coupler les deux élections. Après, sur la question des journalistes, c'est une question récurrente. Moi, j'ai aussi souvenir que certains journalistes ont insulté très durement Jean-Luc Mélenchon en le comparant à Marine Le Pen, en le traitant de populiste. Et c'est notamment des journalistes de l'Express. Jean-Luc Mélenchon a dit lui-même qu'il était populiste et qu'il l'assumait. Non, il a dit si c'est être proche du peuple, j'assume le terme populiste. Donc vous cautionnez cette façon de parler aux journalistes? Dans la bouche des journalistes, le terme populiste n'avait rien à voir avec le fait d'être proche du peuple. Donc chacun a sa personnalité, on connaît celle de Mélenchon, il s'est expliqué plusieurs fois en disant que de temps en temps il mordait le trait. Évidemment que c'est pas bien d'insulter les gens, mais en même temps il faut être équilibré dans ces affaires-là. C'est pas la première fois qu'il se fait insulter, c'est pas la première fois qu'il répond, et moi je préfère quelqu'un qui a du caractère que quelqu'un qui se laisse faire. Simplement, je peux prendre la parole? Bien sûr, c'est un débat. Simplement, monsieur Sineux parle d'une victoire large. Je suis absolument pas d'accord, puisqu'il y a eu 1 200 000 voix d'écart, c'est-à-dire 600 000 électeurs que nous n'avons pas su convaincre. Et surtout, François Hollande a été élu par défaut, et notamment grâce à une frange de l'électorat qui était anti-sarkozyste. Aujourd'hui, l'anti-sarkozysme... Anti-sarkozyste avec raison, du coup. Aujourd'hui, l'anti-sarkozysme n'a plus d'objet. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste nos idées, nos convictions, le bon sens, le pragmatisme. Et François Hollande n'est pas majoritaire dans ce pays. Si vous permettez, vous avez été battu par la frange de vos électeurs qui ne supportaient pas Sarkozy, qui ne correspondaient pas à l'image que la droite se fait forcément du pouvoir. Mais à gauche, on était vraiment tous derrière François Hollande pour faire une toute autre politique. Donc, je vous rappellerai aussi simplement que habituellement les élections présidentielles ne se jouent pas à des gros pourcentages d'écart. Donc, ne minimisons pas la victoire de François Hollande. C'est la victoire du peuple français. Oui, mais Madame Sogg, vous êtes en train de démontrer que la droite est majoritaire dans le pays, puisque l'écart était extrêmement faible entre les deux, et vous avez dit vous-même... 800 000 électeurs, je crois. Vous avez dit vous-même qu'une partie de l'électorat de droite s'était détournée de Sarkozy. C'est la réalité. Ça veut bien dire que la droite est majoritaire dans ce pays. Monsieur Fangé, est-ce que François Bayrou, en disant personnellement il voterait pour François Hollande, est-ce qu'il a fait de l'anti-sarkozysme finalement? Je crois qu'il a décidé de dire pour qui il allait voter. Ça, on l'a bien compris. Voilà. Et je crois que c'était important de rappeler les valeurs qui sont portées par le centre et qui étaient davantage mises en avant par le candidat François Hollande. Il est clair que sa décision a été déterminante dans le résultat final. Je crois que ce qui est important, c'est ces valeurs de rassemblement, d'union nationale, qu'il a perçu sans doute mieux portées par le candidat qui a été élu, qui est devenu le président de la République. Mais encore une fois, ce n'est pas un blanc-seing. Nous ne sommes pas devenus socialistes pour autant. Nous pensons qu'il faut travailler dans le sens de ce qui est l'intérêt de la France aujourd'hui. Et l'intérêt de la France, c'est qu'il y ait une cohérence avec les institutions qui sont celles de la Ve République, c'est-à-dire une majorité à l'Assemblée nationale, et sans doute des perspectives qui feront qu'on sera obligé d'aller vers ce grand rassemblement qui sera nécessaire. Michel Fangé, ça veut dire qu'en cas de second tour, sans vous, mais avec Jean-Pierre Brunnas et Odile Sogg, vous ne voterez pas pour Odile Sogg, vous n'êtes pas devenu socialiste? Nous voterons tout le temps, nous soutiendrons tout ce qui va dans le sens de l'intérêt de notre pays. Nous ne sommes pas des sectaires, nous saurons dire ce qui ne va pas et le dénoncer quand les décisions nous sembleront mauvaises pour notre pays, et nous soutiendrons les initiatives qui vont dans le sens de l'intérêt général. Mais quand il faudra choisir, ça a toujours été ça a toujours été notre attitude. On rappelle que vous avez annoncé que vous votiez François Hollande au second tour. Vous, Tout à fait, comme François Bayrou d'ailleurs. Eh bien, le premier tour, au-delà
de cette élection législative, nous serons à même, effectivement, de nous déterminer en fonction des propositions qui seront faites. Alors allons-y sur la circonscription, Madame Sogg, vous êtes élue depuis 15 ans, si je ne m'abuse. Oui. Quels sont vos, on va parler peut-être comme je l'ai dit au début, c'est un poumon économique cette circonscription, de vos propositions, de vos idées. Comment comptez-vous relancer, améliorer, dynamiser du point de vue économique, notamment toute cette zone d'entreprise qui se trouve dans cette circonscription? Quelles sont vos idées fortes? Oui, c'est un poumon économique puisque tout ce qui fait vivre, j'allais presque dire, la région, tout au moins la grande agglo, se trouve sur la première circonscription. On y a toutes les infrastructures de transport, on y a tout le pôle santé, on y a bien sûr aussi tout le pôle recherche qui est celui à la fois de Michelin, bien évidemment, mais tout ce qui est recherche en biodiversité, en pharmacie, c'est un élément fort de la circonscription, et le pôle aéronautique, bien évidemment, qui est très important, et question sur laquelle je me suis penchée bien souvent. Ce qu'il faut, bien évidemment, c'est pouvoir redonner aux jeunes de nos quartiers les moyens de retrouver un emploi. J'ai eu l'occasion, dans la semaine de l'industrie, de faire le tour d'un certain nombre d'entreprises. Il faut leur donner, il faut pouvoir mettre en adéquation le système scolaire et la formation avec la demande de nos entreprises, parce que c'est surtout à ça qu'on se rend compte que nos jeunes n'entrent pas vraiment dans le système de façon correcte. Donc ça, c'est important. Mais je voudrais dire et répondre à la question que vous aviez posée tout à l'heure, le choix du maire du maire de Cournon, effectivement, on n'a toujours pas dit non, c'est Bertrand Passuto. Bertrand Passuto n'était évidemment pas innocent. Et quand je vous ai dit que je faisais de la politique, c'est aussi parce que cette circonscription s'est abondée d'une ville très importante, qui est la deuxième ville du département. Donc 20 000 habitants, et 20 000 habitants dans laquelle il y a, dans cette circonscription, c'est essentiellement des gens qui sont dans le logement social. Vous avez pu noter que j'ai, dans la première circonscription, tous les quartiers nord de Clermont, que s'y est ajouté le canton sud, on a donc tout ce bas de Saint-Jacques, et que maintenant on a Cournon, avec un logement social qui pèse beaucoup. Ça veut dire beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et je voudrais, moi j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler sur le logement social en particulier, aussi bien au niveau de l'OPAC du Puy-de-Dôme qu'au niveau du Conseil national de l'habitat que j'avais présidé en 2002. C'est sur ces sujets-là que je veux m'investir tout particulièrement, parce que je pense que le zonage a connu ses limites en termes de bénéfices, aussi bien économiques qu'en termes de bénéfices pour nos jeunes. Je pense qu'on a tout à revoir sur la politique de la ville elle-même. Alors, enfin, ce qu'on appelle la politique de la ville au niveau national, j'entends bien. Donc remettre de la mixité, à la fois de territoire, de génération, relancer le social pour aider l'économie, si je résume. Totalement. Tout se tient, tant dans le système éducatif, la formation professionnelle de nos jeunes, que la demande que peuvent faire nos industriels. Lorsqu'on va les voir, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous avons besoin de formations qui soient adéquates. Donc, il faut qu'à partir de la richesse que nous avons en termes industriels sur cette première circonscription, eh bien, on soit capable d'avoir des formations qui permettent d'amener nos jeunes à conclure, à trouver un emploi. En face de vous, le candidat de l'UMP a fait des propositions, si je ne m'abuse, de créer un technopole, de créer un quartier d'affaires. Alors, ça, encore une fois, des propositions municipales, mais évidemment, c'est lié. Et vous reprochez à la députée sortante de trop saupoudrer ses actions économiques. Est-ce que vous les entendez par là? Pas la députée sortante personnellement. Ce que je crois, c'est que l'emploi, c'est essentiel. C'est l'axe principal de ma campagne. Parce que l'emploi, c'est pas seulement une question de pouvoir d'achat ou de croissance économique. L'emploi, c'est une question de dignité et d'intégration dans la société. Je crois que le député, il a un rôle effectivement national, il doit voter les lois, mais il doit aussi être le porte-parole, il doit être le lobbyiste de son territoire à Paris. Il doit aller frapper chez les ministères, partout, dans toutes les sphères d'influence. C'est plus difficile quand on n'est pas dans la majorité, j'imagine. C'est peu importe, un chose. parlementaire, un député a des pouvoirs à Paris et il doit en faire profiter son territoire. Alors, nous, ce que nous proposons, cette première circonscription, effectivement, rassemble l'ensemble des grandes entreprises de la région Auvergne, les grandes, mais aussi un grand tissu de PME, TPE. Il y a également de la matière grise. La matière grise, c'est-à-dire de la recherche publique, recherche privée. Il y a une partie également de l'enseignement supérieur qui, grâce à la loi sur l'autonomie des universités, peut orienter des filières maintenant. C'est extrêmement important parce que nous avons 3-4 pôles.
sur l'agglomération clermontoise. Je ne parle pas de Clermont de manière générale, je parle de l'agglomération clermontoise. Hein. On a le pôle avionique, régional, on a le pôle pharmaceutique avec MSD, on a la mobilité, caoutchouc, Michelin, etc. Je crois qu'il faut cesser le saupoudrage, il faut arrêter d'aider toutes les entreprises, mais privilégier quelques filières. Et moi, je propose un exemple, c'est le domaine de la mobilité. Pourquoi ? Parce qu'on vend mieux un pôle, une filière qui symbolise la région. La mobilité, c'est le circuit de Charade, c'est Michelin, c'est la voiture. Et nous avons un laboratoire qui s'appelle l'ASMEA qui travaille sur les véhicules sans chauffeur. Pourquoi pas créer une technopole qui permette de développer des produits innovants, comme ce véhicule sans chauffeur, parce que bien d'autres agglomérations ont compris et font ça, ce qui permet d'attirer d'autres entreprises, de créer des grappes, des clusters d'entreprises. Ainsi, on amène de la démographie, on amène de la population, on amène de l'emploi. C'est de la fiscalité et ça permet de faire de l'urbanisme, de s'offrir un architecte dont on n'a pas les moyens de s'offrir, par exemple pour l'Hôtel-Dieu, comme a fait Fresh avec Beaufil à Montpellier. Et l'urbanisme attire à son tour de la population. Alors justement, on a bien compris que vous vouliez aider des filières et créer ce technopole par exemple, mais comment on fait quand on est député ? Parce qu'il faut des terrains, il faut attirer les entreprises dans une ville. Est-ce que c'est le rôle du député ? Est-ce que c'est possible à cette place-là ? Je crois que le député, c'est simplement un maillon de la chaîne. C'est une ambition collective. Ce sont les milieux économiques qui se rapprochent des milieux politiques, qui se rapprochent des milieux universitaires. Comment vous allez créer un quartier d'affaires à Clermont autour de la gare, comme vous en avez l'intention, si le maire de Clermont n'est pas avec vous ? Ça peut être une technopole sur Catarou, technopole sur la mobilité du futur. On va dire, voilà, les racines de l'Auvergne, les racines de Clermont, c'est la voiture. Et nous, on se projette, on fait le centre européen de la mobilité du futur. Il faut mettre en place une politique d'image pour attirer. Et encore une fois, ce n'est pas le député de la première circonscription seul, mais le député, la puissance publique, peut initier quelque chose, peut rassembler du monde. Et si un jour, nous avons une volonté commune entre les milieux d'affaires, les milieux universitaires, la recherche, si on rassemble tout ce monde, on peut créer un élan. Et je pense que ce sera positif et le député aura joué son rôle. Alors, Cyril Sineux, on a parlé, Madame Sogg a parlé des quartiers et de l'aspect social Très vite, des quartiers. Très vite, on va y revenir. On va y revenir. Justement, on va y revenir tout de suite avec vous. C'est un des points sur lequel vous insistez beaucoup, investir massivement dans les quartiers populaires, développer les services publics, créer des emplois. Comment on fait ça ? Avec quels moyens ? Quand on est député, je repose ma question. Je crois que M. Brunas se trompe encore une fois d'élection. Il est déjà dans la municipale. Donc on sait ce qui va se passer en 2014. Mais cette circonscription... Il va se passer quoi en 2014 ? Je suppose qu'il conduira la liste. Ah, d'accord. En tout cas, si son programme est déjà là. Donc, cette circonscription, c'est un bout de la France. Ça veut dire que les problèmes qui sont dans cette circonscription sont aussi des problèmes qu'on retrouve partout ailleurs. Ce que nous propose M. Brunas, c'est un sparadrap sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut, à l'Assemblée nationale, il faut très rapidement abroger un certain nombre de lois antisociales. Il y a eu la rencontre entre le Premier ministre et les syndicats. Les syndicats ont apporté la liste des entreprises qui risquent de licencier. C'est 50 000 emplois qui sont menacés. Tout de suite, il faut un moratoire sur ces licenciements pour que nous regardions comment faire. On parlait de l'aérien tout à l'heure. Il y a Air France qui est menacé et notamment Régional qui est sur notre circonscription. Donc il faut prendre des mesures extrêmement rapidement sur l'abrogation de ces lois, mais il faut aussi regarder comment nous pouvons créer de l'emploi, mais nationalement, c'est pas que sur la circonscription. Il ne faut pas croire qu'ici on va créer des emplois et qu'on n'en créera pas ailleurs. Donc il faut regarder comment on peut faire. Donc par exemple, cette idée de créer des emplois, et donc par rapport aux emplois des services publics dans les quartiers, comme vous le dites dans votre profession de foi, comment dirais-je, c'est des moyens nationaux qui sont répartis sur certaines villes. C'est comment on fait ? C'est évident. Et comment on le finance, encore une fois ? Par exemple, vous avez la révision générale des politiques publiques. C'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Ça crée, après on s'étonne que les classes soient surchargées, qu'il y ait des problèmes d'accès aux services publics, à la poste, à d'autres services publics, notamment dans ces quartiers qui sont les plus délaissés. Donc il faut arrêter ça, il faut arrêter la RGPP, mais il ne faut pas seulement gérer ce que la droite a cassé. Il faut reconstruire. Et donc, pour reconstruire, il faut recréer les postes supprimés. Et ça, c'est pas le député tout seul sur la circonscription, c'est une majorité qui va faire ça. Est-ce que c'est au moment où on entend que l'Espagne est en train de couler, que la Grèce a beaucoup de problèmes de budget, est-ce que c'est raisonnable d'arrêter ces économies ? Je vous pose la question. Est-ce que c'est raisonnable, les politiques libérales qui nous ont conduits là où on est ?
C'est ça qui est déraisonnable. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on compresse la dépense publique, qu'on va chercher de l'argent sur les marchés financiers. Ça a créé la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La Grèce, ils ont 9 plans d'austérité derrière eux. Ils ont une dette qui a augmenté de 25% grâce à ça. Et tous les services publics sont en train de fermer. Les gens ne se soignent plus. Il y a un taux de suicide qui est en progression parce que on a pratiqué l'austérité. Donc nous pensons, si je peux finir là-dessus, nous pensons qu'il faut relancer l'activité. Pour relancer l'activité, il faut un nouveau partage des richesses, et notamment le SMIC à 1 700 € pour augmenter les salaires, parce que nous repartirons dans un cercle vertueux d'activité. Mais ça, c'est une orientation nationale qu'il faut avoir. Et sur la question de l'emploi, il faut tout de suite arrêter les licenciements. Moratoire sur les licenciements, interdiction des licenciements boursiers, mais vous avez d'autres mesures, les 35 heures effectives. Les 800 000 précaires de la fonction, les 800 000 précaires de la fonction publique, est-ce qu'on les titularise pour créer de la sécurité ou est-ce qu'on continue dans la précarité? Je crois que voilà, sur les questions d'emploi, sur cette circonscription comme partout en France, c'est ces questions-là qui sont les plus importantes. Est-ce que l'État français a les moyens des ambitions du Front de gauche aujourd'hui? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut partager différemment les richesses. Elles existent, ces richesses. Elles ne sont pas dans la stratosphère. Elles existent. Partageons-les différemment. Et vous avez, en face de cette proposition, vous avez par exemple quelqu'un comme Dr Fangé. Depuis 30 ans, il y a 10% des richesses créées qui sont passées de la poche des salariés à la poche du capital. Ça représente 195 milliards d'euros. Dr Fangé dit qu'il faut sortir du surendettement, donc c'est contradictoire. Oui, il faut sortir du surendettement, il faut produire contradictoire en France, créer des emplois en France. On voit bien que le problème récurrent, c'est celui de l'emploi. Dans cette circonscription, comme partout en France. Alors c'est plutôt une volonté nationale, une dynamique nationale. On ne peut pas lancer l'emploi uniquement par l'emploi public. C'est bien évident, il faut créer de la richesse. Actuellement, pour créer de l'emploi, il faut une croissance qui va au-delà de 1,5%. On n'en est pas là. Donc actuellement, on perd des emplois. Et d'ailleurs, on va faire l'annonce très prochainement de chiffres qui sont à nouveau extrêmement préoccupants concernant le chômage. Ça va être fait par le nouveau ministre de l'Industrie, ou plutôt... C'est pas fait au moment où on enregistre. Voilà, ça mais ça va l'être dans les heures qui viennent. Bon. Alors comment on les crée, ces emplois? Parce que pour le coup, vous faites le constat. L'emploi, il est créé essentiellement par les entreprises, par les moyennes, les petites et les très petites entreprises. Celles qu'il faut soutenir, c'est elles qu'il faut aider par un certain nombre de mesures. On ne va pas les lister ici, les candidats qui sont là. Bon, il est clair que ça fait partie des préoccupations nationales. Comment on soutient, attendez, juste là-dessus, pour qu'on soit concret, comment vous soutenez les petites entreprises? Donnez-moi une idée ou deux. Je crois qu'il y a des problèmes de financement. Alors on fait quoi? Il faut absolument qu'il y ait des financements spécifiques qui soient ouverts justement aux petites entreprises, aux très petites entreprises en particulier, celles qui créent l'emploi. Il faut faciliter l'embauche également. Et de ce point de vue-là, on avait indiqué qu'on pouvait embaucher un jeune ou un chômeur franc de charge pendant 2 ans, par exemple. On allège les charges. On allège les charges. Alléger le coût du travail, et pourquoi pas de taxer les transactions financières. Mais comment on limite le surendettement si on allège les charges? C'est dans le programme de François Hollande. Alors, non, on allège les charges par la taxation des transactions financières. Par ailleurs, il faut faire des économies sur un certain nombre de choses. Mais là, on en est à l'emploi lui-même et la façon de favoriser l'emploi. Alors, je voudrais insister sur un autre aspect, parce que j'y ai travaillé quand j'étais parlementaire, c'est celui de l'économie sociale. Vous savez que l'emploi associatif, en fait, est très important en France. Je crois qu'on a plus de 800 000 emplois dans ce domaine-là. Et j'avais été, à ce moment-là, le promoteur d'une proposition de loi qui, j'espère, reviendra sur la scène politique, je l'espère, au moins au Parlement, en créant des associations d'utilité sociale. Vous savez que l'État ne peut pas tout faire. Et le relais sur le terrain de ces associations est absolument fondamental. J'en suis l'exemple, puisque j'y travaille depuis un certain nombre d'années sur ce territoire de la première circonscription. Je crois qu'en créant des associations d'utilité sociale, en permettant de donner un nouveau statut à l'élu associatif, on peut créer sur le terrain un certain nombre d'emplois. Et j'avais été chargé à l'époque par Juppé, le Premier ministre, de voir dans ce domaine quelle était la façon dont on pouvait développer l'emploi. C'est quand même également un gisement d'emploi qui est important à considérer. Alors, on a parlé d'un certain nombre de choses qui sont intéressantes à développer localement. On a parlé de technopole, on a parlé de toute une série de choses. Ça, vous prenez à votre compte, cette idée? Oui, mais je crois qu'il faut également chercher dans ce domaine-là. En plus de ça, il est clair que l'intérêt du mouvement associatif
et des associations d'utilité sociale est absolument fondamentale aujourd'hui où l'État ne peut pas tout faire. Madame Soc, vous n'avez C'est pas un réagi relais à cette sur le idée de terrain. technopole, en fait, par moi, exemple. moi, je voudrais réagir, mais parce que vous abordez un grand nombre de thèmes à la fois, et je voudrais aussi pouvoir m'inscrire dans le débat largement, si vous en avez terminé, Monsieur Fangé. D'abord, je voudrais prendre une image mécanique, mais vous savez que je suis mécanicienne de métier. Je suis d'accord avec Cyril Sineux lorsque il dit que maintenant on ne peut plus continuer une politique comme ça. Oui, il faut inverser la vapeur. Et les modifications de l'économie, la relance de l'économie ne peut se faire qu'au niveau national. Et elle se fera au niveau du gouvernement. Alors, que fait le député? Je vous rappellerai que j'ai travaillé pendant 2 mandats successifs dans l'opposition. Alors, les moyens que nous avions dans l'opposition sont extrêmement réduits, d'autant plus que l'Assemblée nationale a subi une modification de son règlement qui fait que maintenant, le Parlement a les mains complètement liées et que les lois qui sortent, pour beaucoup, ne sont pas appliquées puisqu'elles n'ont même pas de décret d'application, mais elles ne sont pas applicables parce qu'elles sont mal rédigées. Donc, nous avons beaucoup souffert. Alors, moi, je me suis fait, bien sûr, lobbyiste de mon territoire, que ça soit pour défendre l'AIA, que ça soit pour défendre les mises à disposition des terrains de l'armée. Parce qu'on a beau dire, ça fait des années que l'on dit, mais l'armée va mettre à disposition ces terrains, l'État va donner ces terrains pour relancer l'économie, pour aider à construire du logement social. Lorsque vous sollicitez l'armée c'est niette, malgré le secours des ministres. J'ai bien connu ça, puisque j'ai obtenu que le stade du colonel Boutet soit mis à disposition des enfants du quartier, des jeunes du quartier, avec tout frais payés par la ville de Clermont. Et puis bien sûr, il y a les transports. Alors, cette politique économique, elle est impulsée à partir de Paris. Il ne vous a pas échappé, Monsieur Fangé, que l'économie sociale maintenant a un ministre. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est Benoît Hamon. Parce que l'économie sociale est importante. Et nous pouvons, nous, par contre, localement, après, décliner tout ceci. Décliner dans les quartiers. Alors, moi, je serais un petit peu moins que Cyril Sineux pour créer des emplois même sur les quartiers. Parce que autant il faut remettre de la police dans les quartiers, il faut de police de proximité, bien évidemment, et pas des CRS. Autant des pôles de services publics comme celui que j'avais monté à la Gautière, bien évidemment. Autant il faut que les services publics existent dans ces quartiers-là. Je pense aussi, et ça a toujours été ma théorie, et les Clermontois le savent, je dis qu'il faut aussi sortir les jeunes de ces quartiers, les amener à travailler un petit peu plus loin, qu'ils sortent de cette espèce de... j'aime pas le terme, mais à la limite, ça finit en ghettoisation, le fait de toujours vivre au pied de ces tours et de rester sur les quartiers. Moi, je pense que ces jeunes ont tout à gagner en sortant, en allant à Pôle emploi, en sortant et en allant travailler ailleurs, parce que ça leur permet aussi de s'ouvrir et de s'épanouir. Donc, dans le technopole, je reviens à ma question. Technopole, pourquoi pas si c'est une coquille qui ne doit pas avoir de moyens, et si c'est une coquille vide, et si c'est pour créer encore un directeur, un président, ça ne sera pas utile. Maintenant, si c'est pour le faire vivre complètement, oui, pourquoi pas. Mais ça, c'est, j'allais dire, c'est au final, ce qu'il faut, c'est redonner de la substance à ces quartiers. Alors, je ne suis pas une femme de chiffres, mais quand même, sachez que sur les quartiers Nord Clermont, sur 5 km², vous avez 16% des Clermontois. On a quand même 22 800 habitants. Donc, c'est pas négligeable. Vous avez un taux de chômage à 14% sur ces quartiers, quand sur Clermont, en moyenne, surtout Clermont, donc en englobant ces quartiers, il est à 8%. Un revenu fiscal, je vous dis rien, 12 000 euros alors qu'il est de 17 000 euros sur Clermont. Les familles monoparentales, il y en a 12% alors que sur la moyenne de Clermont, il y en a 8%. Et alors, j'en viens au logement social, puisque sur 9 324 résidences principales des quartiers dits quartiers nord, expression que je déteste particulièrement parce que ça correspond à un zonage et à une image, eh bien vous avez 47% de locatifs et de HLM. Donc j'allais dire déjà, pour soulager ces quartiers, eh bien, il faut que d'autres, et j'en viendrai à une des propositions de François Hollande qui est de modifier la loi SRU et de la rendre encore plus drastique, c'est pouvoir mettre du logement social dans d'autres lieux, que d'autres acceptent le logement social. Parce que ce que nous avons, c'est que nous avons des quartiers qui sont déséquilibrés, avec une très grande pauvreté, avec des difficultés qui sont multipliées, qui sont majeures. Du logement qui finit par être stigmatisé. Alors quand le bailleur social fait bien son travail, ça marche. Mais moi je constate que la politique de peuplement n'est pas bonne parce que des bailleurs sociaux n'ont pas fait leur travail.
Mais il faut que le logement social puisse aussi aller dans d'autres quartiers. Alors sur ce sujet-là, on va garder un peu de temps de parole, madame. Alors, Vous oubliez les quartiers, M. Brenas, ou qu'est-ce que vous Il y a proposez? plusieurs sujets sur lesquels vous voulez que je réponde. Ah oui, alors vous, effectivement, vous m'avez reproché de balayer plusieurs sujets. Et là, mais il y vous a avez fait un eu petit le peu la même logement, chose. l'économie, les finances publiques, comme vous voulez. Alors il faudrait qu'on revienne par exemple sur le fonctionnement de l'Assemblée qui est compliqué et qui ne permet pas aux députés sur le travail. Ce serait un autre sujet. On va repartir Sur les par quartiers, je pense que ce serait pas mal. Sur les de quartiers, répondre, c'est notre gouvernement, Jean-Louis sur Borloo, qui l'emploi des a gens qui sont dans les initié, quartiers. là, avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui a initié un certain nombre de travaux pour 216 millions dans les quartiers. C'est 5000 logements qui ont été réhabilités, c'est plus de 600 logements déconstruits et reconstruits. Nous avons mis en place également une zone franche urbaine. C'est notre gouvernement. Il y avait 250 entreprises en 2004, il y en a 577 aujourd'hui. La zone franche urbaine a permis de créer 1330 emplois. Donc les choses sont en route et on laisse comme ça? C'est en route, c'est insuffisant, mais c'est quand même déjà ça. Sur les finances publiques... C'est ce que vous dites, André. C'est ce que vous dites. Vous allez, j'imagine, en ce moment dans ces quartiers pour faire votre campagne. J'imagine que vous avez des réclamations pour l'emploi, pour ces gens qui cherchent du travail et peut-être qui effectivement souffrent. Alors effectivement, le mot de ghettoisation est peut-être un peu dur, mais de ce genre de problème. Vous leur dites ça. Les choses arrivent. Elles ont été mises en place par le gouvernement précédent. Voilà. Ou vous avez des propositions plus D'ailleurs, avant. les gens se rendent crois compte tous les jours dans leur vie. Qu'est-ce que vous leur dites, Je monsieur crois Cartier, c'est que le gouvernement est là. qu'un effort a été fait et que c'est largement insuffisant et qu'il faut poursuivre cet effort, effectivement. Juste sur ce que disait Cyril Sineux en ce qui concerne les finances publiques. Nos adversaires ont refusé de voter la règle d'or budgétaire. Heureusement. La règle d'or budgétaire, c'est essentiel. Nous nous sommes engagés au niveau européen, c'est le pacte budgétaire. On ne comprend pas, même Madame Sogg, le Parti socialiste a refusé de voter cette règle d'or, alors qu'on le sait. Nous prendrons nos propres engagements. On est obligé, oui, non mais bon, vous reviendrez à ça de toute façon. On est obligé de ramener les comptes à l'équilibre. Pour nous, c'est 2016. Pour les amis de Madame Sogg, c'est 2017, ce qui creuse la dette de 35 milliards de plus. Nous avons un plan qui est crédible. Pourquoi il est crédible? Parce que nous avons prouvé qu'avec la réforme générale des politiques publiques, nous pouvions diminuer la dépense publique. Et sur les 116 millions qu'il faut trouver, sur le il dos, y a le service 40 rendu au public. Sur le dos des milliards, pauvres. donc sur les 116 milliards, il y a 40 milliards Sur le dos de des pauvres. recettes nouvelles et 75 de dépenses, de réduction des dépenses. Nous avons un plan. Donc la règle d'or, la réforme générale des politiques publiques et une nouvelle fiscalité sur les grands groupes mondiaux et une taxation sur les exilés fiscaux. Donc, je veux dire, nous sommes crédibles parce que nous avons démontré qu'il était possible de réduire les dépenses de l'État. Sur cet argument sur la réduction des dépenses et en particulier sur la suppression d'un fonctionnaire sur deux, quand vous l'entendez, c'est revenu beaucoup pendant la présidentielle. Ce côté aveugle de cette décision, je veux dire, qui est systématique, voilà, c'est plutôt le mot que j'aurais dû utiliser. Ce côté systématique, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous pensez que là-dessus, il faut quand même changer les choses ou pas? Je suis désolé, on fait pas assez de pédagogie. Je prends par exemple l'enseignement. On refuse pour le primaire, par exemple, de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. C'est pour le secondaire. Le secondaire, par rapport à la rentrée 94, à la rentrée 2011, il y avait 34 000 enseignants de plus et 450 000 élèves de moins. Nous, ce que nous voulons, c'est améliorer les conditions d'enseignants. Les socialistes veulent paupériser cette profession. Donc, ce n'est pas du tout une RGPP aveugle. C'est que nous sommes conscients des comptes publics, tout comme les Allemands l'ont fait, que si l'on veut aller à l'équilibre, il faut absolument diminuer la dépense. Alors, juste pour terminer... Frangé, il y a 29 milliards à récupérer sur les niches fiscales, je vous signale. 29 milliards. Oui, mais alors, on sait comment vous allez les récupérer, parce que vous allez taxer les classes moyennes. La hausse des impôts pour les classes moyennes, elle est de 12 milliards. C'est pas les classes moyennes Sur ces qui sont 12 concernées. milliards, il y a 3 milliards Non. qui vont être... qui vont retomber sur les classes aisées. Cherchez la différence pour les 9 milliards restants. Ce n'est pas ceux qui ne paient pas des impôts, c'est les classes moyennes. Et vous savez qui c'est les classes moyennes? Ce sont tous les ménages. La les suppression couples de la loi qui TEPA. gagnent entre... Non, mais juste, je de la termine. ristourne Bettencourt. Ce sont les ménages qui gagnent entre 1 500 et 5 000 euros par mois qui vont payer cette augmentation, ce matraquage fiscal. Parce que si le changement, c'est maintenant, les impôts, c'est pour juillet. Alors, les deux autres candidats ont du retard. Moi, Monsieur Frangé, vous qui faites la synthèse souvent entre Oui, développer des avancer emplois les chiffres, solidaires, on peut sociaux, voilà. et puis votre obsession de ne pas trop dépenser. Comment vous faites? Je voudrais en revenir quand même à la description assez calamiteuse qu'a fait Madame Sogg de secteur. Je ne veux pas dire des quartiers nord.
je crois que les choses ont quand Elle même n'est pas évolué. calamiteuse, elle est réelle. Ce sont des chiffres Alors- de l'INSEE, monsieur Fanger. Non, mais je voulais voudrais dire pas que vous disiez qu'il y a que des je- difficultés. Non. Que je caricature mes quartiers. Je les aime trop. Ah ben moi aussi, pour les j'y vis, caricaturer. j'y travaille, Oui, et je les connais aime très trop bien. pour les Ce que je caricaturer. veux dire, simplement, c'est que je veux pas nier les difficultés, rassurez-vous. Hein. Mais enfin, les choses ont quand même évolué avec l'ANRU, avec la zone franche Je parlerai de urbaine. l'ANRU tout à l'heure, Il si y a vous quand me le même des permettez. choses Il nous qui reste ont moins de 10 minutes, permis, je vous le qui dis, ont pour- permis de faire un peu décoller ces secteurs. Le problème de l'emploi est majeur, il reste majeur. Vous avez rappelé le chiffre, c'est même plus de 14% de chômeurs sur cette zone-là. On l'a évoqué tout à l'heure. Hein. On n'a pas parlé de la sécurité, du problème de la sécurité. Il y a eu des événements récents, notamment à la Gautière, qui nous ont fait toucher du doigt, encore une fois, ce problème-là. Bon, on n'a pas des quartiers vraiment qui connaissent des réels problèmes d'insécurité. Mais il faut reconnaître que la politique qui a été menée toutes ces années n'a pas permis justement de sécuriser ces populations. Je crois qu'en venir à une police de proximité, et non pas des bataillons de CRS qui se mettent à défiler lorsqu'il y a des Vous événements. êtes d'accord là-dessus? Voilà, on est d'accord là-dessus. Sur les emplois que Mme Sogg ne veut pas laisser dans les quartiers, mais plutôt cette idée de leur permettre à notamment ces jeunes, parce que c'est vraiment beaucoup de jeunes, de sortir, de bouger, ça, vous êtes d'accord? Oui, mais bien sûr. La délinquance a Bien sûr. reculé sous le dernier quinquennat. Là, je parlais d'emploi, hein, mais c'est encore un autre D'accord. sujet, la Voilà. sécurité. Mais Sur sur les cette policiers. proposition, vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce Oui, qui est tout. noir dans le tableau fait par la députée sortante? Non, je veux dire qu'elle a parlé des bailleurs sociaux. Je crois qu'il y en a qui font un réel travail et qui réussissent sur ces secteurs. Il est clé qu'on concentre beaucoup de logements sociaux et qu'on aimerait, vous avez raison de le dire, les répartir sur l'ensemble de On l'agglomération. aimerait que sur l'agglomération, d'autres communes en prennent leur part. Tout à fait, mais Vite je suis tout et à très fait vite. d'accord avec vous. Mais je ne voudrais pas laisser dire que les bailleurs sur la règle des sociaux trois tiers. ne font pas leur travail. Moi-même, j'appartiens au conseil d'administration de l'Ogidium et je vois tout ce qui est fait Non, dans, mais les dans, bailleurs cette, sociaux qui ne font dans, pas leur dans ce travail, on les domaine-là. connaît. Allez-y, Je monsieur crois Soumage, que... le temps Oui, passe. puisque Monsieur Bolas tout à l'heure nous a fait un discours fantastique. La droite serait crédible parce qu'elle voudrait réduire la dépense publique. C'est le programme et le bilan de Nicolas Sarkozy depuis 5 ans, qui a été d'abord sanctionné dans les urnes, mais aussi sanctionné dans la réalité. C'est-à-dire que c'est plus de 25% d'augmentation de chômage depuis 2007. Donc ça fait 30 ans qu'on essaye de baisser le coût du travail. C'est-à-dire que le travail serait quelque chose de trop cher, donc il faudrait le baisser. Ça fait 30 ans qu'on ne résout pas ces questions-là. Nous pensons qu'il faut baisser le coût du capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, notamment les PME, elles sont confrontées à quoi? Au fait que les banques leur prêtent de l'argent à des taux exorbitants et les PME ont beaucoup de mal à rembourser. Elles sont sous le joug des grands donneurs d'ordre. C'est d'abord à ça qu'il faut s'attaquer. Et nous pensons qu'il faut reprendre le pouvoir à la finance et au marché financier. Et c'est pour ça que nous sommes contre la règle d'or. Parce que la règle d'or, regardez ce qui se passe en Grèce. 9 plans d'austérité, une dette qui a augmenté, des services publics qui sont saccagés, des réductions de salaire, les retraites qui sont plus payées. C'est ça qu'on veut nous mettre en France. C'est-à-dire l'austérité qui ensuite donne de la récession, qui donne ensuite de l'austérité. Et c'est un cercle vicieux. Et nous pensons qu'il faut partager les richesses, reprendre le pouvoir à la finance. Au Et niveau vous de créez un l'Europe. pôle public financier, Oui, comme créer un c'est pôle quoi? public On refait le financier. Crédit Lyonnais? C'est un ensemble de banques. C'est un ensemble de banques qui pourraient développer des politiques en faveur de l'emploi, de la formation, qui pourraient prêter par Ce exemple, seraient des banques publiques. oui, par exemple, prêter de l'argent à des PME en fonction de la création d'emplois, de la formation. Plus vous créez de l'emploi, plus les taux d'intérêt sont abaissés. C'est ce genre de proposition qui pourrait permettre aux PME de se libérer des marchés financiers, des banques et de la financiarisation de l'économie. Parce quand on voit qu'aujourd'hui, on est asphyxié par cette Quand on voit financiarisation. la fragilité des États et notamment des banques face à la mondialisation Mais et ce système, est-ce qu'avoir des banques qui dépendent de l'État, c'est-à-dire publiques, c'est pas dangereux pour le pays? Est-ce qu'il n'y a pas un danger là, sérieux? La Banque Centrale Européenne a prêté il y a quelques semaines 1000 milliards d'euros aux banques pour se refinancer à 1%. Ces banques, elles prêtent à 3, 4, 5% pour la plupart des États européens, hein, donc une petite culbute, mais à 20% pour la Grèce, donc une grosse culbute. Est-ce qu'il faut forcément passer par des banques publiques pour empêcher ça? Est-ce que les banques En tout cas, peuvent pas pour rester l'instant, privées? ça ne marche pas autrement. Donc oui, il faut reprendre la maîtrise publique de la question de l'argent et de la question du crédit. Parce que celui qui détient l'argent, celui qui détient la politique de crédit, c'est celui qui détient le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est les marchés financiers qui ont le pouvoir. Et on voit ce que ça donne. Ça crée du chômage, ça crée de la désespérance. Et c'est cette logique-là qu'il faut inverser. Et c'est ce que nous proposons au niveau national. Alors, il nous reste
plus beaucoup de temps, et j'aimerais bien qu'on aborde d'autres sujets, et on pourrait rester sur le sujet économique. Il y a la sécurité qui est arrivée un petit peu de manière, comment dirais-je, contournée dans ce débat, et j'aimerais qu'on en parle. C'est dans certains de vos programmes. Je ne sais pas qui veut attaquer là-dessus. Et ce que vous proposez, peut-être on va commencer par M. Brunner. Ceci dit, M. Fanger a du retard, donc on va commencer. Voilà. Est-ce que c'est une proposition que vous faites? Vous l'avez parlé à 5 minutes. On revient dans notre première circonscription. Il est clair depuis 5 ans qu'on a abandonné totalement la sécurité de proximité. J'en veux pour preuve le secteur des Hauts-de-Chanturques, par exemple, qu'on connaît bien, où il y avait un bureau de police qui également a disparu. Il existe toujours, rue des Hauts-de-Chanturques. J'avais la notion qu'il n'existait plus, qu'il avait été fermé. Mais il est fermé à 18h, c'est là le problème. Voilà, donc je pense qu'il est important de revenir avec d'ailleurs la police municipale, parce que pourquoi ne pas mettre finalement la police municipale également dans cette sécurisation publique avec la police nationale, en parfaite, je veux dire, collaboration. Qu'est-ce que vous attendez de cette présence policière? C'est de faire du maintien de l'ordre? C'est d'avoir une proximité, d'être là au milieu de la population, de prévenir un certain nombre d'actes de délinquance et non pas d'agir de façon extrêmement brutale lorsqu'il y a un événement dramatique qui survient. Je crois que ça me paraît très très important et nos concitoyens attendent ça. Ils sont demandeurs d'une sécurisation beaucoup plus soft qui se réalise dans la proximité du quotidien. Donc plus de policiers et éventuellement municipaux. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord pour qu'effectivement, il y ait, de ce point de vue-là... Quelles sont vos propositions je les uns des crois autres? qu'avec le progrès et l'amélioration des technologies... excusez-moi, Mme Sog, allez-y. Moi, je voudrais vous dire que j'ai pris des positions très claires en la matière parce que déjà, il faut quand même bien dire que si nos îlotiers, moi j'en avais deux à trois qui passaient 2 fois par semaine au pôle de service public, Public Info de la Gautière, on nous les a supprimés au prétexte qu'ils jouaient avec les jeunes et que ça manquait d'intérêt et que les flics n'étaient pas payés pour ça. Or, ces policiers de proximité avaient tissé avec tout le milieu associatif et avec les habitants, ils avaient tissé de vraies relations et la police était bien acceptée. Alors, ce que je voudrais, moi, c'est que j'ai pris des positions très claires. On ne peut pas remplacer, une commune ne peut pas remplacer les moyens que l'État a enlevés, puisque l'État les a enlevés et les communes, elles ont quand même pas des moyens énormes. Mais je pense quand même, et je l'ai dit, j'ai pris cette position très claire et très ferme à la ville de Clermont, je pense qu'une police municipale mieux formée et qui ne se contenterait pas de mettre des PV sur les voitures, elle aurait une fonction qui peut être très intéressante au niveau des quartiers. Et là, je partage votre avis. On n'est pas obligé d'ailleurs de l'armée, même si dans certaines communes, ça a été fait. Moi, je ne suis pas pour l'armement systématique de la police municipale, mais je pense qu'une police municipale serait rassurante. Moi, je m'étais occupée de la médiation, par exemple, sur les quartiers de Clermont. Et bien, cette médiation peut très bien être remplacée par du personnel en uniforme, mais en tout état de cause, il faudra bien remettre de la police. Il faudra que sur les quartiers, on ait à nouveau et qu'on ait des bureaux de police qui soient ouverts la nuit. Parce que c'est important à la fois pour rassurer les gens et puis c'est un vrai travail. C'est un vrai travail de proximité. Et je crois d'ailleurs que le président Hollande a bien validé mes choix parce que quand je vois qu'il a nommé Manuel Valls comme ministre de l'Intérieur, c'est aussi le choix d'une fermeté, c'est-à-dire pas d'angélisme, comme je l'ai écrit au maire, pas d'angélisme dans l'analyse des situations et trouver des réponses. Parce que j'ai toujours pensé, et j'en termine là-dessus, j'ai toujours pensé que les problèmes que l'on ne nommait pas et que l'on ne voulait pas connaître, on ne leur apporterait pas des solutions. En tant que députée sortante, est-ce que vous avez déjà eu des contacts ou des informations de la part de Manuel Valls sur le retour d'effectifs ou de choses comme ça dans la zone de Clermont ou pas du tout pour l'instant? Pour le moment, je n'ai pas eu à faire d'intervention, mais croyez bien que je serai la première, sitôt que je serai élue, à remettre l'ouvrage sur le métier. Oui, je crois qu'en matière de sécurité, c'est dans votre profession de foi, la sécurité. Nous sommes crédibles. Ouais. Voilà. L'insécurité a reculé de 18% au cours des 5 dernières années. Elle avait augmenté de 18-19% sous le précédent gouvernement Jospin de 97 à 2002. Des progrès ont été faits, de nouvelles technologies apparaissent. La vidéoprotection, par exemple. Madame Sog refuse la vidéoprotection à titre expérimental.
ce que nous avons proposé à Clermont, Non, dans jamais. certains quartiers. Jamais. Alors, Vous connaissez ma position et vous le savez et vous êtes en train de la modifier. Je trouve pas ça très correct. Non, Ouais, mais là, je attendez. n'ai pas de position doctrinaire sur la vidéoprotection. C'est bien de le dire publiquement. J'ai toujours dit, ah mais je l'ai écrit, cher monsieur. Très bien. Ma lettre de démission, Très elle a été Du conseil publique. municipal. hein. Elle a Non, été... non, mais- Non, mais elle a été publique. Ok, Madame Sog, Elle a été publique. effectivement, il y a un débat, vous voyez, Donc au on sein met la même, vidéosurveillance, au ça, sein c'est une même de la proposition majorité concrète. municipale. C'est pas systématique. Je crois qu'il faut profiter des moyens modernes et, Oui, et- tout à fait, et il faut- des Quelle moyens vidéo- modernes. quelle Évidemment, vidéosurveillance ce que je reproche surtout, c'est avec l'arrivée de la gauche, on va repartir encore dans la culture de l'excuse. Nous, on n'est pas pour la sécurité à outrance. On a renforcé notre arsenal pénal et la première décision du garde des Sceaux, c'est de revenir sur la création des tribunaux correctionnels pour les délinquants de 16 à 18 ans qui ils sont soumis s'ils ont commis des actes, des délits condamnables de plus de 3 ans d'emprisonnement ferme. Bon, c'est plus les jeunes d'il y a 20 ou 30 ans, ce sont de vrais délinquants. Donc c'est, je crois, un très mauvais signal apporté aux délinquants, à ceux qui pourraient avoir de mauvaises idées. Donc, la fermeté. Il faut, au contraire, renforcer notre arsenal pénal. Il faut profiter des moyens modernes. La vidéoprotection, à titre expérimental, est limitée à certains quartiers. Et effectivement, rien ne remplace la présence policière. Nous sommes, depuis longtemps, nous sommes portés favorables à la formation des policiers municipaux pour qu'ils soient non seulement armés, mais protégés. Pensez qu'à Clermont, il y a 16 policiers municipaux. Normalement, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Il y a 143 000 habitants à Clermont. Alors vous parliez de mauvais signal, il y en a un qui vient de me parvenir dans l'oreillette, c'est qu'on arrive à la fin, il va falloir malheureusement qu'on termine et on pourrait encore développer. J'aimerais quand même qu'on vous laisse chacun un petit peu de temps pour terminer, pour faire votre conclusion, et comme on ne peut pas dépasser une certaine durée, si vous êtes d'accord, on va cesser là ces différents sujets et vous donner cette parole un par un. On va peut-être commencer par vous, monsieur, parce que je vois que vous tendez la main. Oui, je vais vous donner comme ça. Alors revenez un petit peu sur la sécurité et s'il vous plaît, concluez en même temps, de manière à ce que tout le monde puisse le faire. J'ai pas le choix, c'est comme ça. C'est pas simple. Non, juste, moi, je suis évidemment d'accord pour mettre la police de proximité, pas pour armer la police municipale, ça relève des missions de l'État. Et sur la vidéosurveillance, juste une chose, c'est que la vidéosurveillance, même M. Bornas l'a dit après, c'est que rien ne remplacera la présence humaine, ni le cerveau humain, c'est-à-dire la compréhension d'une situation, une vidéo, une caméra, ça ne comprend rien, ça fixe des images, c'est tout. Et ça toutes les études montrent que ça n'a jamais empêché la délinquance. Pardon. Voilà pour la sécurité. Alors, comment convaincre vos électeurs? On vous laisse encore une bonne minute pour vous adresser à eux et pour leur donner envie de voter Front de Gauche. Eh bien voilà, moi je leur propose de faire du neuf à gauche, c'est le slogan de campagne que nous avons pris. Faire du neuf sur la pratique politique, on a peu développé cet aspect-là, mais moi j'ai une conviction, c'est qu'on ne peut plus faire de la politique comme avant, on ne peut plus assumer son mandat comme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut associer les citoyens à la réflexion et au travail parlementaire. Moi j'ai un exemple, c'est André Chassaigne qui fait ça sur sa circonscription, qui montre que c'est efficace et que ça intéresse le plus grand nombre. Donc faire du neuf à gauche sur la pratique politique, faire du neuf à gauche aussi sur les propositions en rupture que nous faisons. Nous pensons qu'il faut une gauche qui réussisse le changement pour transformer la vie des gens réellement, concrètement, et que pour ça, il faut une gauche courageuse, une gauche ambitieuse, une gauche offensive face au marché financier et à la finance. Et c'est à cette seule condition que nous arriverons à changer le rapport des choses dans ce pays. Merci, monsieur Sineux. On enchaîne, Stéphane? Avec Michel Fanget. Michel Fanget, pareil, vous avez 1 minute pour conclure. 1 minute pour dire que nous sommes victimes, c'est vrai, d'un système en France qui fait qu'il y a 2 camps. 2 camps qui ne se parlent pas. Un qui vote systématiquement contre, l'autre qui systématiquement vote pour. Je pense que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Je crois qu'il faut en France une force centrale libre qui refuse toute complaisance, bien sûr, mais qui sache soutenir toutes les initiatives qui vont dans le bon sens. On doit toujours se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour la France ? Et je crois qu'un groupe central à l'Assemblée nationale peut réaliser cet équilibre. Je sais que j'arrive dans un contexte qui n'est pas facile pour le centre, pour la France, c'est clair. Ceci dit, nous avons 5 candidats dans les 5 circonscriptions pour porter les valeurs qui sont celles du centre. Et puis, bien sûr,
toutes les propositions qui ont été faites par François Bayrou et qui sont valides. Elles sont toutes frappées du bon sens d'ailleurs, et elles sont souvent reprises. Je parle par exemple du produire en France. Tout cela a été repris également par les autres candidats. Beaucoup d'idées qui ont été celles de François Bayrou ont été reprises. Je crois qu'il faut tenir bon pour ce qui nous concerne, et il faut dire à nos électeurs qu'il ne faut pas, si vous voulez, se laisser aller dans ce bipartisme et dans ce système du vote utile qui fait que la France et notre démocratie manquent d'équilibre. Et j'espère que dans les années qui viennent, et en tout cas François Hollande l'a accepté pour les prochaines échéances, on en viendra à un système de représentation proportionnelle au Parlement. Il faut savoir qu'en France, c'est le seul pays, j'en termine, Vous êtes pour la proportionnelle, on l'a compris. où il n'y a pas de représentation proportionnelle au Parlement. Et ça, c'est très important pour l'équilibre de notre vie politique Michel en France. Franger. Jean-Pierre Bonas, à vous de conclure. Vous avez 1 minute également pour inciter les électeurs à voter pour vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir invités. Tout d'abord, c'est ce qui nous permet de faire connaître nos idées, de défendre nos idées, les faire avancer surtout, j'espère, et partager nos convictions. Je voudrais saluer amicalement tous mes followers, leur demander de retweeter cette émission parce qu'elle était vraiment excellente, et saluer également mes amis de Facebook. Vous dire, pour conclure, alors, je crois beaucoup au principe des droits et des devoirs, que lorsqu'on bénéficie de la solidarité nationale, on peut donner un peu de son temps pour l'intérêt général, 7 heures en échange du RSA, que lorsqu'on est au chômage, on bénéficie d'indemnités, mais on doit se former. Et s'il est proposé un emploi qui correspond à la qualification, on doit l'accepter. Qu'en France, on a un système de protection sociale, un système de santé les meilleurs du monde. L'espérance de vie s'améliore chaque année. On peut accepter la retraite, le report de l'âge de la retraite à 62 ans. Et puis qu'enfin, quand on vient en France, qu'on est immigré, on doit connaître, comprendre et accepter les valeurs de la République française. Merci Jean-Pierre Bonas. Odile Sog, députée socialiste sortante, vous avez le mot de la fin. Je vous remercie. Moi, je pense que pour représenter bien une circonscription et représenter bien ces quartiers, il faut bien les connaître et les aimer. En ce qui me concerne, c'est le cas. Une politique de gauche ne pourra se faire, une vraie politique de gauche ne pourra se faire que si le groupe socialiste a la majorité au Parlement. Cette majorité est absolument nécessaire pour éviter qu'il y ait des alliances qui, par moments, affaiblissent et empêchent de voter certaines choses qui ont été promises. Parce que les promesses qui ont été faites, elles seront actées, nous le savons, elles seront actées pendant ces 5 ans. Mais à une condition, et une seule, c'est que les Français ne défassent pas en juin ce qu'ils ont fait en mai. Alors il faut donner à François Hollande les moyens de faire sa politique et de tenir ses promesses, c'est-à-dire il faut voter pour les candidats du Parti socialiste. Et je vous assure qu'à ce moment-là, nous saurons vraiment remettre en route ce qui n'a pas été, ce qui a été cassé toutes ces dernières années, que ce soit sur les droits sociaux des salariés, sur l'économie, sur la solidarité, sur une société sur une France qui a la République qui quitte les quartiers, la laïcité qui s'en va, sur tous ces points qui font que la République était forte et qu'elle ne l'est plus. Voilà, très bien. Malheureusement, nous, on n'a plus de temps de parole, donc on ne pourra pas faire le tour de vos sites internet comme on le fait d'habitude, mais grosso modo, vous êtes à peu près tous présents sur les réseaux sociaux et sur les sites web. Et évidemment, on sera le relais de tout ça. Je rappelle que sous cette vidéo, vous pouvez découvrir la liste de tous les candidats qui se présentent dans cette circonscription et que toutes les circonscriptions ont droit à un débat. Il suffit de cliquer dans les différents menus. Merci à tous de votre participation passionnante. Merci. C'est bon. 56 minutes.